Nous allons vous révéler la face la plus sauvage de la nature. Les comportements animaux les plus insensés, réunis dans un cocktail de films amateurs et professionnels. Qu'elles appartiennent à un touriste, un garde ou tout bonnement à celui qui s'est trouvé au bon endroit au bon moment, et les caméras ne cessent jamais de tourner. Chaque clip vidéo a été disséqué pour mettre à jour les vérités qu'ils recèlent. Les témoins revivent pour vous leurs expériences stupéfiantes et les meilleurs spécialistes vous guident dans cette expédition riche en découvertes étonnantes. Spectacles inédits, mises à mort bouleversantes, pitreries désopilantes ou fuites trépidantes. Voici la faune sauvage prise sur le vif. Depuis des siècles, l'Afrique fascine l'imaginaire des explorateurs et des aventuriers, des chasseurs et des scientifiques. Mais désormais, le continent africain accueille surtout des hordes de touristes venus découvrir la vie sauvage. Les curieux affluent des quatre coins du globe, attirés par la promesse de couchers de soleil incomparables et de rugissements de félins dans l'air du soir. Avides de sensations authentiques, ils viennent s'imprégner des senteurs de la savane après l'orage. Robert Moore dirige une réserve animalière privée en Afrique du Sud. Un jour, il emmène ses clients faire une promenade en quête d'action. Nous étions sur le point de partir pour une excursion de fin de journée. Au loin, nous avons entendu les cris du mâle dominant des léopards de la réserve. J'ai rassemblé les clients et nous avons décidé de nous rendre sur place pour voir ce qui était en train de se passer. Le soleil s'était couché et la nuit tombait. Mais nous avons repéré le léopard à 7 ou 8 km de l'endroit où nous nous trouvions. Soudain, nous avons remarqué les mouvements d'un plus petit animal dans les hautes herbes devant le léopard. Au sein du groupe, la tension était palpable. Mais il fallait garder le silence pour ne pas perturber les événements. Subitement, le félin a repéré quelque chose à travers les herbes. Il s'est accroupi, aux aguets, et il s'est avancé sans un bruit dans la végétation. C'est un phacochère. Le phacochère s'est défendu en couinant bruyamment afin de distraire l'attention du prédateur et l'empêcher de le saisir sous la mâchoire pour l'immobiliser. Mais les cris du phacochère attirent l'attention d'un autre rôdeur nocturne. Tout d'un coup, une hyène femelle est sortie des buissons. Le léopard a fait un bond en arrière et la hyène, réalisant qu'elle se trouvait trop près du prédateur pendant la mise à mort, s'est également détournée de la scène, à la grande surprise du phacochère. Une fois libre, l'animal s'est enfui et il a disparu dans la végétation. Les touristes qui viennent faire un safari en Afrique du Sud veulent vivre des situations identiques et assister à une mise à mort. En milieu naturel, la survie est un combat. Et lorsqu'il s'agit de se battre pour se nourrir, même les plus petits charognards font preuve de hardiesse. Car il faut du courage pour voler les morceaux d'une proie à un plus gros prédateur. Nous passions des vacances dans le parc national Kruger. Un jour, alors que nous roulions vers Chokwane, nous avons aperçu une femelle guépard et ses trois petits qui avançaient dans la direction opposée. Soudain, la femelle a disparu. Nous ne pensions pas la revoir et nous avons repris notre route. Tout à coup, nous l'avons vue qui pourchassait un steenbok et elle l'a attrapé. Mais les petits guépards affamés ne sont pas les seuls spectateurs, tapis en silence dans les herbes. D'un seul coup, un chacal a surgi et a commencé à mordre la queue du guépard. Surpris, le félin a lâché sa proie qui s'est échappée. Mais le chacal est revenu à la charge pour obliger le guépard à lâcher le steenbok. Nous savions que les chacals sont des animaux entreprenants, mais celui-ci était vraiment audacieux.
Les touristes ne sont pas les seuls à se rendre dans les réserves naturelles africaines. Les photographes et les caméramans animaliers, professionnels ou amateurs, errent durant des semaines au cœur de la savane en quête du cliché parfait. Je suis arrivée un peu après la bataille. Il y avait des lions et des hyènes partout dans un vacarme ahurissant. Les hyènes hurlaient et s'agitaient autour des lions qui s'efforçaient tant bien que mal de protéger la proie qu'ils avaient tuée. À l'occasion du tournage d'un documentaire animalier, Vanessa Schultz a passé 2 mois dans la réserve naturelle de Sabi Sabi. La journée était déjà bien entamée et la chaleur commençait à peser sur les événements. Les lions se défendaient de plus en plus mollement contre les hyènes. Les femelles étaient déjà allongées sous un arbre et manquaient d'énergie pour défendre leur prise. Seul un jeune mâle opposait une résistance vaillante à la meute de hyènes qui s'acharnait à voler la carcasse. Par moments, il donnait l'impression de vouloir se mettre à l'ombre dans la carcasse de zèbre. Et subitement, il bondissait vers les hyènes pour les chasser. La meute se dispersait bruyamment. Mais petit à petit, elle revenait à la charge. De temps à autre, les 2 lionnes se mêlaient à l'action. Les hyènes se sont emparées de la carcasse. En réalité, ce n'était pas un véritable affrontement. Ces 2 espèces sont souvent considérées comme des ennemis mortels. Mais dans le cas présent, une fois repus, les lions ont délibérément abandonné leur proie aux hyènes. À l'inverse, il arrive aussi que les hyènes finissent par abandonner leur proie aux lions, qui se comportent alors en charognards. Warren Samuels filme les animaux sauvages dans la savane africaine depuis de nombreuses années. Un jour, dans le Masai Mara, j'ai eu la chance de filmer des hyènes qui chassaient des topis en plein jour. À cette période de l'année, les topis se reproduisent et les mâles débordent d'ardeur. Ils se battent entre eux, se poursuivent et dépensent beaucoup d'énergie. Vers la mi-journée, épuisés par toute cette activité, ils s'accroupissent et s'endorment dans l'herbe. C'est le moment que choisissent les hyènes pour sortir des mares dans lesquelles elles se rafraîchissent durant la journée. Elles errent au milieu des troupeaux. La hyène progresse comme si de rien n'était, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les topis ne se sentent pas menacés comme ce serait le cas s'il s'agissait d'une grande troupe de lions. La hyène cherche un jeune individu endormi, car c'est une proie facile. Lorsqu'elle en repère un, elle s'approche et s'accroupit. Exactement comme le ferait un félin. Dans ce cas précis, le jeune topi était allongé à côté de sa mère. La hyène s'est approchée du petit. Et l'a saisi dans sa gueule. La première morsure sert de point d'ancrage. Lorsque les autres hyènes ont entendu le beuglement de détresse du topi, elles ont réagi. 2, 3, puis 4 d'entre elles sont arrivées pour immobiliser la proie. La mère du petit a chargé une des hyènes, mais en vain. En un rien de temps, la meute a cloué le topi au sol et l'a déchiqueté en morceaux. Une véritable frénésie s'empare des hyènes qui se disputent l'animal et dévorent la carcasse aussi vite que possible. Mais la meute ignore qu'elle est surveillée. Il y avait une troupe de lions qui se reposaient régulièrement à l'ombre d'un arbre dans la plaine où les hyènes chassaient les topis.
Chaque fois que la meute s'emparait d'une proie, les lions surgissaient. Cela démontre à quel point les lions sont des animaux opportunistes. Ils ont tout de suite compris qu'ils pouvaient s'emparer de la proie des hyènes. En milieu naturel, les combats pour la suprématie du groupe sont fréquents et rarement mortels. Cependant, les frères Tim et Justin Grisel ont assisté à une scène d'une rare intensité qui a bien failli coûter la vie aux vaincus. C'était en pleine nuit dans la réserve de Kaligadi. Mon frère et moi, on avait décidé de nous rendre à proximité d'un point d'eau avant d'aller nous coucher. Au moment de nous rendre sur place, nous avons entendu des cris. On aurait dit des cris de bébé. Alors on est revenu sur nos pas et je suis allé prévenir mon père, qui s'est empressé de me suivre. Il y avait 2 hyènes brunes juste devant l'affût. Le sol était couvert de sang. Dans ce document filmé, 2 hyènes brunes s'affrontent et essaient de se mordre au cou. Ce rituel est généralement annonciateur d'un combat. Ce qui est intéressant dans ce type de situation, c'est qu'elle se déroule généralement à la limite territoriale de 2 meutes. Les attaques peuvent opposer les mâles aux femelles et semblent naître de conflits territoriaux. L'un des 2 protagonistes est manifestement l'animal dominant. Son poil est hérissé afin de paraître plus gros, et c'est probablement son adversaire qui émet les cris que l'on entend. Leur intensité exprime sans doute un mélange de douleur et de soumission. Ce sont des cris puissants, qui s'entendent à des kilomètres à la ronde et qui peuvent durer de longues minutes. Ils se sont affrontés un long moment, et ils ont fini par s'effondrer, épuisés. L'un des 2 est sorti victorieux de l'affrontement. Le vainqueur reste et le vaincu s'en va. C'est sans doute ce qui s'est passé. Je n'ai vu des hyènes brunes qu'à 1 ou 2 reprises. C'était une occasion unique. On voit rarement des hyènes brunes s'affronter. Ces scènes inhabituelles encouragent les amoureux de la faune sauvage à se rendre dans les réserves naturelles dans l'espoir d'assister à des spectacles insolites. Les habitants de la région, comme le Sud-Africain Nico Hodgson, aiment particulièrement passer leurs vacances dans la brousse. Une année, mon cousin et moi avons décidé de visiter le parc national Kruger pour voir un peu d'action. Nous avons croisé de nombreux animaux, mais il n'y a pas eu d'action. Un matin, nous sommes partis à l'aube pour chercher des traces de lions le long des pistes de terre. Et cette fois, nous avons été récompensés. Quelques minutes après notre départ, nous avons croisé des traces fraîches de la veille. Nous les avons suivies et 2 kilomètres plus loin, nous sommes tombés sur les lions qui se reposaient. Il y avait 2 femelles et un mâle à une vingtaine de mètres de la piste. Nous avons arrêté le moteur et j'ai sorti la caméra. Pendant que je filmais, un second mâle plus âgé s'est dirigé vers notre véhicule. Nous avons immédiatement senti qu'il allait se passer quelque chose. Ce lion avait l'air de vouloir en découdre. Il s'est approché à 2 mètres de la Jeep et il a reniflé le sol à l'endroit où les femelles avaient uriné. Il a relevé la tête et il a ouvert sa gueule en grand, laissant apparaître ses longues canines jaunâtres en contemplant les lionnes du coin de l'œil. Soudain, le plus jeune mâle a chargé dans sa direction. Les 2 lions se sont affrontés en rugissant. C'était un spectacle magnifique. Mon cousin a eu si peur qu'il a remonté sa vitre. L'échange n'a duré que quelques secondes. Le mâle plus âgé a marqué la végétation de son odeur, griffant le sol de ses pattes de derrière, et il a refait le tour de la voiture avant de s'allonger sous un arbre, comme pour montrer qu'il était le maître des lieux. Le statut de mâle dominant est temporaire au sein d'une troupe de lions. La diversité génétique de la population est assurée par le renouvellement des individus au sommet de la hiérarchie. Le mâle le plus clair paraît plus jeune. Il marque son territoire.
Si l'on se réfère aux cicatrices de son visage, l'intrus est certainement le plus âgé des deux lions. Mais dans le cadre d'une passation de pouvoir, l'individu le plus jeune n'est-il pas celui qui chasse le plus ancien? Lorsqu'un jeune lion chasse son aîné pour prendre sa place de mâle dominant, il n'est pas dit que le vaincu abdique pour autant. Il lui arrive parfois de revenir à la charge quelques heures plus tard pour tenter de reconquérir son statut. Ici, il me semble que le mâle dominant de la troupe est venu reprendre ce qui lui appartenait. C'est parfois ce qui se produit. Les lions sont peut-être les rois de la brousse, mais ce ne sont pas les seuls animaux à se battre pour obtenir les faveurs des femelles. Par une fin d'après-midi, les frères Villiers et François Stein se sont rendus dans la région de l'Etaba, au cœur du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Nous avons aperçu deux varans au milieu de la piste. On aurait dit une scène miniature de Jurassic Park. Les deux reptiles étaient entortillés et faisaient des roulés-boulés au pied de notre voiture. Nous avons pensé qu'il s'agissait de deux mâles qui s'affrontaient. Mais soudain, l'un des varans est passé au-dessus de l'autre et s'est mis à le mordre derrière la nuque, ce qui s'apparentait davantage à une scène d'accouplement. Mais Villiers Stein se trompe. Les varans du Nil mâle s'affrontent lors de luttes au corps à corps. Ils se dressent sur leurs pattes postérieures et cherchent à plaquer leur adversaire au sol. Dans cette séquence, l'un des deux mâles a pris l'ascendant sur son rival. Son attitude dominatrice et ses mouvements de la tête ont pu laisser planer le doute, car c'est un comportement que l'on voit généralement lorsqu'un mâle courtise une femelle. Je suis curieux de savoir ce que ce combat a rapporté au mâle victorieux. Le droit de s'accoupler avec les femelles, un territoire plus vaste, davantage de nourriture. À la différence des mammifères, les reptiles ne sont pas des animaux guidés par l'instinct de territoire. Ils colonisent la zone dans laquelle ils évoluent, mais qui déborde généralement sur celle d'autres individus de la même espèce, voire du même sexe. Au cours de la saison des amours, les femelles attirent les mâles en laissant une trace odoriférante. Plusieurs mâles peuvent être attirés par ces sécrétions. Lorsqu'ils se rapprochent de la femelle, leurs chemins se croisent, ce qui donne lieu à des affrontements. Pour la femelle, c'est une situation gagnant-gagnant. Son objectif étant d'assurer la sécurité de sa progéniture, elle va chercher à s'accoupler avec le mâle le plus viril, en l'occurrence avec le vainqueur des combats. C'était formidable de filmer ces images, car ces reptiles sont de petites créatures furtives. Ma curiosité de photographe et de scientifique a été comblée. Depuis ce jour, le varan est devenu mon reptile préféré, peut-être même mon animal préféré. Au cours des 2 dernières années, le chercheur Craig Jackson a observé la dynamique de groupe au sein des meutes de chiens sauvages du Botswana. Depuis la réintroduction des chiens sauvages dans la région, le mâle dominant de la meute n'a pas changé. Mais au cours de la dernière saison de reproduction, la situation semble avoir évolué. Dans la société des chiens sauvages, seul le couple dominant de la meute se reproduit. Au cours de la période des amours, le mâle reste toujours auprès de sa femelle. Mais un matin, tandis que Craig suit la piste des chiens grâce à leurs colliers émetteurs, il remarque qu'un autre mâle escorte la femelle dominante. L'ancien mâle dominant fermait la marche de la meute. À l'évidence, quelque chose avait changé. Un nouveau mâle avait dû contester le sommet de la hiérarchie. Quelques heures plus tard, les chiens sont arrivés dans une clairière. Là, une bagarre a éclaté entre les deux rivaux. Toute la meute s'est mêlée à l'assaut et s'en est pris au challenger. L'ancien mâle dominant est un vieux chien affaibli qui a perdu plusieurs dents. Mais le soutien de la meute empêchait son rival de lui tenir tête. Le prétendant s'est réfugié dans un buisson avant de repartir à l'assaut du vieux mâle dominant. Mais la meute s'est ruée sur lui et l'a sérieusement agressé. Il saignait abondamment, surtout au niveau de la croupe. Finalement, il a dû abdiquer et s'enfuir pour sauver sa peau. La meute s'est contentée de le regarder s'éloigner. Elle semblait déstabilisée par toute cette agitation. Dès que la tension est retombée, le vieux mâle dominant est retourné auprès de sa femelle pour s'accoupler.
Cette scène était bien plus troublante qu'une traque ou qu'une mise à mort. Parce qu'il est étrange et inhabituel de voir ces chiens, qui forment un groupe soudé, se retourner aussi violemment contre un des leurs. Le caméraman sous-marin Fergus Clark saisit l'opportunité de se familiariser avec son nouveau matériel pendant le tournage d'un documentaire sur les techniques de chasse des grands requins blancs, au large des côtes de Cape Town. Pour l'occasion, Fergus utilise une caméra à haute vitesse, conçue pour enregistrer à la cadence de 1000 images par seconde. Grâce à la haute résolution du ralenti, le rendu permet de visionner des détails d'une précision extraordinaire. J'avais entendu dire qu'il fallait passer des heures sans bouger à guetter la surface de l'eau avec cette lourde caméra sur l'épaule, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose surgir des profondeurs. Ce qui me paraissait assez étrange, car on ne voit rien à la surface de l'eau. Les grands requins blancs ont la réputation d'attaquer leur proie à la surface, en surgissant des profondeurs avec une puissance telle que le corps entier de l'animal, qui peut peser jusqu'à 3 tonnes, est projeté hors de l'eau. Afin de saisir l'instant sur la pellicule, l'équipe de tournage appâte le squale en traînant un leurre en forme de phoque à l'arrière du bateau. Nous avons traîné l'appât patiemment, lentement. J'étais concentré sur le leurre, prêt à filmer, quand tout à coup, ce gigantesque requin blanc a surgi de l'eau. Son corps entier est resté suspendu au-dessus de l'écume avant de s'immerger à nouveau. C'était impressionnant de voir cette masse énorme se mouvoir avec autant de grâce. Cela n'a duré que quelques secondes. C'était presque surréaliste. Je me demande même si je l'ai vu. À bord, c'était une véritable frénésie. Il fallait interrompre l'enregistrement à haute vitesse pour sauvegarder les images. Pas si simple à faire sur un bateau qui tangue en pleine mer. Tourner une séquence à haute vitesse est une gageure. Lorsqu'on arrête l'enregistrement, le film met 8 minutes à se télécharger avant que l'on puisse le visionner et s'assurer que la séquence a bien été enregistrée. Une fois l'effervescence retombée, nous avons visionné les images. La caméra haute vitesse permet de prendre la pleine mesure de la puissance que dégage ce formidable prédateur lorsqu'il émerge de l'eau. C'est un moment intense. Dans la brousse, la concurrence pour la survie est permanente. Les animaux se disputent les territoires, la nourriture et le droit de se reproduire. Mais la confrontation que Tananel a filmée dans le parc national d'Etosha dépasse l'entendement. La nuit tombait et nous étions au point d'eau. J'avais ma caméra et je me suis dit, voyons s'il se passe quelque chose. Il y avait d'autres touristes avec nous qui s'efforçaient de ne pas faire de bruit. De l'autre côté du point d'eau, une silhouette imposante sort brusquement de l'obscurité. L'éléphant a commencé par faire le tour du point d'eau. Il s'est mis à fixer un rhinocéros mâle, tout en s'approchant lentement, de plus en plus près. Les deux animaux ne se quittaient pas du regard. J'étais agrippée à ma caméra, quand brusquement, l'éléphant a chargé le rhinocéros. Il l'a projeté dans un buisson à 3 mètres de l'endroit où je me trouvais. J'ai eu la peur de ma vie. Un rhinocéros noir ne reculera jamais devant un adversaire, mais celui-ci a commis une erreur. Car l'éléphant voit rouge. Le sang afflue dans ses glandes temporelles. Ses 2 jambes postérieures sont trempées. Et puisqu'il se sent de taille à affronter son adversaire, le rhinocéros a du souci à se faire. L'éléphant veut se battre et le rhinocéros doit faire face. Le rhinocéros poussait des hurlements terrifiants. Le rhinocéros peut s'estimer heureux qu'un coup de défense ne l'ait pas éventré, parce qu'en principe, ça ne pardonne pas. Mais il a sans doute été blessé sérieusement au niveau des hanches et des organes internes. Ma mère m'a dit, c'est incroyable. Vous avez eu tellement de chance de pouvoir saisir l'instant. Le jeune mâle a vraiment abîmé le rhinocéros. C'était une agression volontaire et déterminée, mais son comportement n'avait rien d'étrange en soi. En revanche, au parc national Gadi-Gadi, Peter Craig Cooper et son épouse ont assisté à une scène plutôt étrange, et même troublante.
En fin de journée, tandis qu'il observe une troupe de lions qui se repose à l'ombre des dunes, Peter remarque un groupe de lionceaux qui harcèlent une lionne. Mais soudain, il réalise que la femelle porte un nouveau-né dans sa gueule. Les 6 lionceaux lui ont emboîté le pas et brusquement, il y a eu beaucoup d'agitation. L'instant d'après, un des lionceaux s'enfuyait avec le nouveau-né dans la gueule. Il l'a reposé 1 ou 2 fois. Mais dès que les autres lionceaux s'approchaient, il le reprenait et s'enfuyait à nouveau. Cette scène nous a troublés parce que nous n'avions encore jamais vu ça auparavant. Deux autres lionnes ont bien tenté de s'approcher, mais le lionceau qui tenait le nouveau-né l'a lâché et a presque menacé les 2 femelles, ce qui a continué de nous surprendre. Sur le moment, on ne comprenait pas ce qui se passait. Sur ces images, nous voyons que l'une des femelles a mis bas. Ces petits semblent avoir entre 3 et 6 jours et la mère les exhibe, en quelque sorte. Il se peut que ce soit sa première portée et qu'elle soit un peu moins attentive. Elle laisse ses jeunes lionceaux faire connaissance avec son petit, même si la manière nous paraît un peu brutale. On ne peut malheureusement pas déterminer si le lionceau qui s'empare du petit et s'enfuit en le tenant dans sa gueule est un mâle ou une femelle. Mais le professeur Van Hoven a une autre interprétation plausible du comportement brutal du lionceau. Il pourrait s'agir d'une jeune femelle avec un instinct maternel précoce. Elle ou il s'acharne à protéger le petit, y compris contre sa mère. La lionne est extrêmement tolérante de laisser un lionceau maltraiter son petit. Et c'est ce qui est étrange, car les lions sont très protecteurs à l'égard de leur progéniture. Peut-être sent-elle que le lionceau n'a pas de mauvaises intentions. Le lionceau s'est dirigé vers les dunes et nous ne l'avons plus revu. Nous ne saurons jamais ce que ces 6 petits garnements ont fini par faire. D'ordinaire, les mères mammifères nouent des liens étroits avec leur progéniture. Alors, quelles circonstances terribles ont pu pousser une maman à abandonner son petit dans la brousse? Nous roulions sur une piste dans Kruger Park. En arrivant aux abords d'un point d'eau, nous nous sommes arrêtés pour voir s'il y avait des animaux sauvages. C'est là que nous avons aperçu cet éléphanteau, seul, au milieu de l'eau. Sa présence nous intriguait. À un moment, j'ai envisagé d'approcher la Jeep de l'eau pour le sortir moi-même. Mais on se sentait impuissant et le petit éléphant continuait à glisser le long de la rive, perdant l'équilibre pour retomber dans l'eau. Une dizaine de minutes plus tard, un véhicule du parc est arrivé. Mais les 2 gardes de la réserve semblaient aussi désemparés que nous. Ils se sont assurés que les lieux étaient sans danger et ils sont allés dans l'eau pour aider l'éléphanteau à sortir. Ils ont fini par réussir et ils ont essayé de le convaincre de regagner la brousse. Mais le petit s'entêtait à revenir. Il s'entêtait à tourner autour des véhicules, comme s'il s'agissait de son troupeau ou de sa famille. Lorsque les gardes sont partis, il est revenu près de nous, il a relevé sa petite trompe et il a essayé de téter la Jeep. Ce petit éléphant paraît en bonne santé. Il est manifestement très jeune. On distingue encore le cordon ombilical sur certaines images. Et il cherche désespérément du lait, au point de vouloir téter le véhicule. Ce comportement a déjà été rapporté dans le cas de zèbres et de jeunes buffles abandonnés par leur mère. Mais le fait d'associer une Jeep à son espèce montre à quel point ce petit est désemparé. Il grattait et il se cognait contre le véhicule. Alors je suis sorti pour essayer de l'éloigner.
J'avais de la peine pour ce pauvre petit. Je voulais l'aider, mais je ne pouvais rien faire. Les enfants étaient si tristes qu'ils ont continué à filmer. Les éléphants nouent des liens familiaux très étroits et n'abandonnent pas facilement leurs petits. Pour qu'une telle situation se produise, il faudrait que la mère soit très malade ou qu'elle soit morte. L'autre possibilité, c'est que le bébé ait un problème et que sa mère ait décidé qu'il ne parviendrait pas à survivre. C'était un déchirement. Nous ignorons ce qu'il est advenu du petit, s'il a pu regagner la brousse ou si le troupeau est revenu le chercher. Mais je me suis dit que si des éléphants devaient venir à sa rencontre et nous trouvaient sur les lieux, les choses pourraient se gâter. Alors nous sommes partis. Un éléphanteau peut rameuter les siens en émettant certains sons. Si un troupeau devait venir chercher un membre égaré, il risquerait d'avoir un comportement assez agressif envers tout ce qui se trouve sur son chemin. Les éléphants seront uniquement préoccupés par l'animal en détresse. Une fois qu'ils auront récupéré le petit, ils l'emmèneront avec eux sans se soucier de ce qui les entoure. Mais dans le cas présent, ce ne serait pas arrivé, car ce petit semblait bel et bien abandonné. Si les éléphants sont les plus gros mammifères terrestres, cela ne les empêche pas d'être très peureux. Et lorsqu'un troupeau se sent vulnérable, il peut devenir violemment hostile envers ce qu'il perçoit comme une menace. Les chiens s'apprêtaient à partir chasser, c'était la fin de l'après-midi. À peine sortis de leur tanière, ils sont tombés sur un troupeau d'éléphants avec leurs petits. Par le passé, des éléphants ont déjà été aperçus en train de tuer des chiots. Mais cette fois, ce sont eux qui se sentent exposés, car ils veillent sur plusieurs de leurs petits. Mus par la curiosité, les jeunes chiens s'approchent. Les éléphants réagissent sur le champ. En réalité, ils cherchent à quitter les lieux car ils sentent une menace potentielle pour leurs petits. Mais les chiens leur barrent la route. Dès qu'ils commencent à s'enfuir en groupe, les chiens les encerclent et les chargent. Lorsque la meute se rapproche trop, les éléphants chargent à leur tour. Et les chiens reculent de quelques mètres pour repartir à l'assaut du troupeau et l'encercler dès qu'ils se reforment. Ce harcèlement a fini par énerver les éléphants qui sont devenus agressifs. Mais les chiens n'ont pas bronché. Au fur et à mesure, les agressions gagnent en intensité. Les femelles s'attaquent aux chiens avec l'intention de les blesser. Le troupeau devient fébrile et les éléphants assaillent la meute à coups de trompe lorsqu'ils sont à proximité. Mais les chiens sont bien trop vifs. C'est amusant de voir ces pachydermes avoir peur de canidés qui font à peine 30 kilos. Les chiens passent à proximité des véhicules sans y prêter attention. Mais parce qu'ils sont tellement concentrés sur la meute, les éléphants, eux, ne remarquent les jeeps qu'au dernier moment. Alors il faut rester prudent. Dudley Corston et sa famille sont en vacances dans le parc national Kruger, lorsqu'ils repèrent une hyène sur le côté de la piste. L'animal semble fixer quelque chose dans le lointain. C'est un gnou qui est en train de mourir sous un arbre. Mais brusquement, un animal surgit dans le champ de vision de Dudley. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un cob à croissant chassé par une meute de chiens. C'était magnifique. Il y avait environ 18 chiens. Certains étaient âgés, mais en tout cas, il y avait 8 jeunes. Soudain, les chiens sauvages remarquent le gnou qui agonise. L'occasion est trop belle. 5 chiens de la meute ont acculé le cob contre un muret. Le reste d'entre eux s'est rué sur le gnou et l'a déchiqueté en morceaux en l'espace de quelques minutes. Pendant ce temps, les autres tenaient le cob en respect. Les chiens se répartissaient les tâches. Ce sont des animaux intelligents. Lorsque l'occasion se présente, la plupart des prédateurs n'hésitent pas à se comporter en charognard. L'opportunisme est la clé de la survie. Et un repas gratuit, ça ne se refuse pas. Finalement, le cob a franchi un muret et a contourné les véhicules.
avant de revenir sur ses pas. Honnêtement, à sa place, si j'avais eu l'occasion de filer, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Mais il est revenu au même endroit, jusque sur la piste. Les chiens aboyaient bruyamment et lui mordaient les sabots. Mais le cob repoussait leurs assauts. Il essayait peut-être d'utiliser les véhicules comme leur pour échapper à la meute. À un moment, il se tenait juste à côté de notre voiture. Et j'ai dit à ma fille de remonter sa vitre. Il était si près qu'on aurait pu le toucher. Les voitures n'ont pas l'air d'effrayer les animaux. Il leur arrive de venir jusqu'à vous et de vous regarder, l'air de dire « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es sur mon territoire. » L'observation de la faune dans le parc national Kruger a débuté en 1927. Au fil du temps, les générations d'animaux se sont familiarisées avec la présence de véhicules dans leur environnement. Puisque les voitures ne constituent pas une menace, les animaux n'ont aucune raison de les craindre. L'un des privilèges d'être hébergé dans une réserve privée est d'avoir accès à un guide professionnel lors des excursions. L'avantage que nous avons en étant sur place, c'est que nous savons où chercher pour trouver les animaux. Giles Kelmanson, le chef des gardes de la réserve, sait exactement où emmener ses clients en cette fin d'après-midi. Nous avons été prévenus qu'un troupeau de buffles se dirigeait vers la rivière pour s'abreuver. Nous nous sommes donc positionnés sur la rive opposée pour observer le spectacle qui se déroulait devant nos yeux. Je savais que les lions n'étaient pas très loin. Naturellement, ils avaient entendu les buffles se rendre au point d'eau et ils sont venus étudier la situation. Très vite, ils ont voulu s'attaquer aux buffles qui n'avaient pas repéré leur présence. Le vent a dû tourner, ou bien un des buffles a repéré l'odeur et alerté le reste du troupeau. Les jeunes lions ont lancé l'assaut et la panique s'est emparée des buffles qui ont remonté la rive. L'un des guides observait la scène de l'autre côté du point d'eau. Je me trouvais sur la même rive que les buffles. Lorsqu'ils ont fui les lions, ils sont passés de chaque côté de la Jeep. Ils se sont écartés pour contourner le véhicule. Mike a dû avoir une sacrée frayeur. Les buffles s'abritaient derrière les véhicules pour surveiller ce qui se passait. Certains heurtaient même la carrosserie. Les touristes dont c'était la première sortie étaient intimidés. Ils découvraient des buffles et des lions pour la première fois. Mais les animaux étaient trop préoccupés par l'action pour avoir un comportement agressif envers nous. Ils s'enfuient. Les buffles se sont regroupés en un groupe compact et ont chargé en direction de la rive. Les lions ne pouvaient pas rester là, mais ils refusaient de reculer. Les plus jeunes fixaient les buffles droit dans les yeux. Leur inexpérience les poussait à vouloir s'emparer d'une proie. Après tout, l'expérience s'acquiert avec la pratique. Alors, ils ont essayé. Sur certaines images, on aperçoit un jeune lion coincé derrière un palmier dattier. Un gros buffle le prend en chasse autour de l'arbre. Regardez comme il bouge la queue. Il a l'air mécontent. Allez, va le chercher. Il remet ça, c'est incroyable. Vous avez vu ça? Incroyable! Vous avez vu ça? T'y crois, toi? On est tellement pris par l'action qu'on ne sait plus où donner de la tête. En dépit de leur audace, les jeunes lions ne parviennent pas à s'emparer d'un buffle. Mais ils ont assuré le spectacle. Tu vois ce gros mâle? Il va l'affronter tout seul. Une scène magnifique se déroulait devant nos yeux. Le troupeau soulevait des tourbillons de poussière qui filtraient la lueur du soleil couchant. Les lions lançaient des assauts sporadiques et le meuglement des buffles résonnait dans l'air du soir. C'était un spectacle formidable de voir ces animaux sauvages s'affronter devant nous. Dans les réserves animalières, seuls les guides professionnels sont autorisés à mener des excursions à bord de véhicules ouverts.
Leur présence garantit la sécurité des touristes. Mais il existe des règles strictes que chacun doit respecter. La proximité des animaux nous oblige à observer le silence et à rester bien assis dans les véhicules. En vous levant de votre siège, vous vous grandissez, ce qui peut être perçu comme une menace et une agression. Un animal peut alors éprouver le besoin de se défendre. Et lorsqu'un éléphant ou un lion a décidé de se défendre, les choses risquent de mal tourner. Kirsten Edwards a eu l'occasion de s'en rendre compte. À l'origine, elle était venue passer un week-end en amoureux avec son fiancé. Nous nous rendions au cœur de la brousse à bord d'une Jeep de la réserve. Notre guide nous a proposé de poursuivre à pied, ce que je n'avais encore jamais fait. Je me sentais très vulnérable en dehors du véhicule. Nous marchions à travers la savane en compagnie du guide. Nous étions probablement sur la piste d'éléphants car même si je ne voyais rien, notre guide, lui, savait ce qu'il faisait. Au bout de quelques temps, nous avons commencé à les entendre et à distinguer la trace de leur passage dans la végétation. Brusquement, le guide nous a fait signe de nous arrêter et de rester accroupis, ce qui n'a pas manqué de m'effrayer. Il nous a montré dans quelle direction regarder. Nous avons vu les buissons bouger et là, à une quinzaine de mètres, se trouvait un éléphant. Le guide nous a dit qu'il s'agissait d'un jeune mâle. Personnellement, je le trouvais énorme. Nous avons suivi la trace du troupeau sur un bon kilomètre. J'avais peur, mais les guides avaient l'air confiants. De temps en temps, nous les apercevions, mais la plupart du temps, nous ne faisions que les entendre. Au bout d'un moment, le pisteur a décidé qu'il était temps de rebrousser chemin. Il devait sentir que nous n'étions plus en sécurité. Nous avons fait demi-tour et nous sommes revenus sur nos pas en restant très prudents, car les choses peuvent basculer très vite. En arrivant à proximité des véhicules, nous avons un peu haussé la voix, car nous étions encore sous l'effet de l'adrénaline, loin d'imaginer ce qui allait bientôt se passer. Nous avons traversé une petite vallée. Quand soudain, l'éléphant que nous avions croisé a surgi devant nous, en travers de la piste. Nous avons stoppé le véhicule, mais il s'est mis à agiter ses oreilles, à barrir et à manifester tous les signes d'agressivité que l'on connaît. Il nous mettait au défi d'essayer de passer. J'ai déjà été chargée par un éléphant dans le passé. Et je savais ce qui nous attendait. Le jeune mâle a chargé en direction de la Jeep et le guide a fait rugir le moteur en cognant contre la portière pour tenter de l'effrayer en faisant le plus de bruit possible. Finalement, l'éléphant s'est décidé à charger pour de bon et je crois que l'on m'entend crier dans la séquence. Mais notre guide n'a pas bronché. Il a fait rugir le moteur et a roulé dans sa direction pour l'intimider. Le jeune mâle a fini par comprendre que nous n'allions pas nous laisser impressionner. Il m'a arraché un cri, mais il n'a pas effrayé les guides. Il a tourné les talons et il est reparti en direction de la colline. Le littoral subtropical de la province du Natal, en Afrique du Sud, constitue un environnement idéal pour de nombreuses espèces d'animaux sauvages. C'est également un lieu privilégié pour construire la maison de ses rêves. Cécile Geoghegan et son épouse habitent le long de la côte sud. Je vis dans la région depuis une douzaine d'années. Par ici, il y a toujours eu des troupeaux de singes. Ils vivent dans les environs. Les singes sont des animaux malicieux qui peuvent faire de gros dégâts, mais nous apprécions leur présence. Mais ces singes pourraient bientôt disparaître de la région. Sous cette canopée verdoyante d'apparence paisible, un véritable drame est en train de se nouer. Car ici, les braconniers font des ravages. La population locale aime beaucoup la viande de brousse. Les braconniers installent des pièges un peu partout et les singes, toutes espèces confondues, se font prendre régulièrement. Certains individus ont des séquelles permanentes. Ils ont perdu un bras, une jambe, un œil. On peut les approcher jusqu'à 2 mètres de distance, mais dès que vous ouvrez votre portière pour sortir de votre voiture, ils s'enfuient. Cécile et son épouse ont été particulièrement choquées par les blessures d'un jeune bébé. Cette petite femelle avait environ 3 mois. Elle pouvait presque tenir dans la paume de ma main et elle semblait avoir été mutilée par un piège de braconnier. Brian Jones reconnaît que les blessures de la petite femelle sont dues à un piège de braconnier.
Au début, j'ai cru qu'il s'agissait de malformation de naissance. Mais en réalité, elle avait été prise dans un piège. On peut voir la marque du collet autour de sa taille et l'absence de fourrure sur les côtés. Ce singe a certainement été victime du braconnage intensif qui sévit dans la région. Ma femme était horrifiée. Moi-même, j'avais du mal à voir ce petit singe avec un seul bras. C'était un spectacle pathétique. J'ai même songé à contacter les gardes forestiers pour le faire abattre. Mais quelque chose d'incroyable se produit. Quelque chose que Cécile n'est pas près d'oublier. Car ce singe est vraiment singulier. La première fois que je l'ai vu avancer sur un bras, le corps et la queue relevés à 180 degrés, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai déjà vu de nombreux animaux avec un membre en moins, mais jamais aucun qui ait survécu avec 3 membres en moins. Les mères veillent généralement sur leurs petits, mais les femelles plus âgées et les autres membres de la famille jouent également un rôle important. Dans une troupe, les femelles au sommet de la hiérarchie disposent de nombreux babysitters, car ceux qui se montrent attentifs envers leurs petits ont des chances de gravir les échelons. Cette petite femelle doit peut-être sa survie au rang qu'occupe sa mère au sein de la troupe. Nous avons eu de la chance d'assister à un tel spectacle en milieu sauvage. C'était incroyable. Le règne animal est celui de l'imprévu. Et nos caméras sont toujours prêtes à tourner pour nous montrer que dans la nature, rien n'est écrit à l'avance. Nous avons encore bien des scènes, bien des comportements à découvrir. Il n'y a plus qu'à les prendre sur le vif.